applaudissements pour votre seul et unique fidèle serviteur, Spider-Man! Bonjour à tous et bienvenue dans Retour à l'écran express. Moi c'est Adrien et aujourd'hui je vous parle de la fabrication d'un film gargantuesque, exaltant et parfois épuisant, Spider-Man 3 de Sam Raimi, sorti en 2007. Un film qui promet très tôt d'être nouveau et différent, et ce ne sont pas que des mots marketing, mais des mots d'ordre qui vont guider chaque décision. On va plonger ensemble dans cette monstrueuse production comme si on y était. Dans les bureaux de Sony, sur les plateaux, dans l'atelier où l'on coud le 40e costume de Spider-Man, dans la War Room tapissée de fiches, au bout du câble qui fait voler un cascadeur, jusqu'au mixage final et au premier record. Mais avant de parler de tout ça, Spider-Man 3, ça raconte quoi ? On retrouve un Peter Parker qui voit son équilibre vaciller quand un symbiote extraterrestre s'accroche à son costume et libère une part sombre et agressive. Au même moment, Flint Marko, évadé de prison, est devenu l'homme sable. Il est révélé comme l'un des responsables de la mort de l'oncle Ben, tandis que Harry Osborn, en nouveau bouffon, jure de venger son père. Eddie Brock, rival de Peter au Daily Bugle, finit à son tour contaminé par le symbiote et fait naître Venom. Entre amour fragilisé avec MJ, amitié brisée avec Harry et tentation de vengeance, Peter doit affronter son propre reflet et choisir le pardon pour sauver ceux qu'il aime et redevenir un héros. C'est MJ. Je vais lui demander de m'épouser. Peter! On démarre l'aventure fin juin 2004. La post-production de Spider-Man 2 s'achève. Les tests publics s'enchaînent, les critiques s'emballent, mais on entend déjà un murmure dans les couloirs à propos d'un troisième opus. La règle qui s'applique alors est claire, il faut surprendre. On ne veut pas juste refaire le 2 en plus gros. L'équipe se répète deux mots comme un mantra, nouveau et différent. C'est marrant que tu dises ça. Parce que je regardais quelques vieilles photos et je trouve celle-là très... ressemblante. Le 21 juin 2004, Ivan Raimi, le frère de Sam et co-scénariste de cet opus, atterrit à Los Angeles. Son frère, Sam Raimi, réalisateur des deux premiers films, ne veut pas écrire à distance. Il a besoin de lire le visage d'Ivan, de surprendre un sourire qui voudrait dire « ça c'est une scène ». Dans le bureau de Sam, on s'assoit, on ouvre l'ordi et on commence à taper les premières pages du prochain film. Le lendemain, c'est la grande première de Spider-Man 2 à Westwood. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est de trouver l'angle du prochain film. On tourne le problème dans tous les sens et le mot tombe, le pardon. Tu veux qu'on te pardonne? Alors va à l'église. Peter agit encore comme un vengeur. Il croit punir au nom du bien, mais il est jeune et orgueilleux. Il va falloir qu'il apprenne l'humilité, l'écoute et l'idée qu'on peut avoir blessé quelqu'un sans s'en rendre compte. Voilà la question éthique qui va guider toutes les scènes. Le 10 août 2004, un traitement de 33 pages est prêt. On repart exactement du dernier plan de Spider-Man 2 et on pousse l'idée que le danger ne vient pas uniquement de dehors, mais qu'il pousse à l'intérieur. L'orgueil, la rancune, la soif de punir. Spider-Man l'a tué. Spider-Man? Je ne comprends pas. Spider-Man ne tue pas les gens. Le thème de Spider-Man 3 sera donc le pardon, comme l'explique en interview Kevin Feige, coproducteur de la saga. Le thème de Spider-Man 3, c'est la croissance, la rédemption et au final le pardon. Et ça, c'était très important pour Sam. Je pense que quand les spectateurs verront ce film et qu'ils arriveront jusqu'à la fin, ils verront que ça transparaît. En réunion chez Amy Pascal, coprésidente de Sony, le pitch passe bien. Une réserve est pourtant émise, le vautour. Génial sur le papier, mais il flotte un peu émotionnellement. Et surtout, il n'a pas de lien intime direct avec Peter. Le nom de Venom surgit alors, timidement d'abord. On parle aussi d'élargir le cercle autour de Peter. Gwen Stacy et son père le capitaine Stacy deviennent des options sérieuses. Sam Raimi quitte la réunion, l'axe moral est solide et posé, mais il faut affiner la carte des méchants. Kevin Feige explique en interview ce pivot dans la création du script. Quelques mois après l'histoire initiale, l'idée est venue. Et si on introduisait le symbiote? Et si on introduisait le costume noir? Et bien sûr, ça voulait dire une seule chose. Il fallait introduire Venom. 3 mois plus tard, nouveau traitement de 50 pages avec l'homme sable et Venom. C'est là que le costume noir entre en scène. L'idée clé est que le symbiote n'invente pas des défauts à Peter. Il amplifie ce qui est déjà là. L'ego, la colère, le besoin de reconnaissance. Sam Raimi raconte en interview sa vision du symbiote. Cette substance noire est attirée par la négativité. Et je pense que quand elle ressent l'obscurité de Peter, sa haine pour Flint Marko, son terrible sentiment de culpabilité et son orgueil,
C'est comme un phare, ça attire quelque chose vers lui. Très vite, au studio, quelqu'un pose la question. Et si on faisait 2 films, partie 3 et partie 4, d'un seul jet? L'idée est tentante, et la date de Spider-Man 3 est déjà fixée au 4 mai 2007. Tourner 2 longs à la suite lisserait les plannings et donnerait de l'air à l'arc du costume noir. On en parle sérieusement, on bâtit même un traitement de 60 pages façon diptyque, puis on renonce. Le projet est trop confus, où finit l'un, où commence l'autre, on ne sait plus. On décide alors de fusionner le meilleur des deux en un seul Spider-Man 3, dense mais lisible. Ton plan tombe à l'eau, mon vieux. J'ai pas envie de te faire mal, alors va-t'en. Pendant des semaines, la salle d'à côté se transforme en véritable war room. 3 murs sont recouverts de fiches cartonnées 5 par 8. Dedans, scènes, ruptures, arcs, collisions. On garde la structure. L'homme sable pour la blessure intime, la mort de l'oncle Ben revisité, Venom pour la tentation, le pouvoir, l'orgueil, la corruption, et Harry pour l'amitié tragique. Sam Raimi se rappelle le casse-tête que cela a été de faire entrer tous ces personnages en un seul film. Finding the way to take all of these character stories. Trouver le moyen de raconter les histoires de tous ces personnages, d'en dire juste assez pour qu'elles ne paraissent pas superficielles ou expédiées, et de les tisser ensemble pour qu'elles soutiennent le récit du personnage principal et interagissent avec lui de manière pertinente, c'était ça le défi. Et il fallait que tout reste lié au parcours de Peter dans l'histoire, en trouvant la juste mesure. C'était un peu comme faire un gâteau. Il faut bien travailler les ingrédients pour obtenir le bon équilibre. Working with the ingredients to make it just right. Une fois les bases posées, on rend au premier acte un moteur qui avait été relégué dans la version en plusieurs parties. La catastrophe de la grue. Le studio donne son feu vert pour remettre à pleine puissance ce qui doit être un pivot majeur de l'histoire. Les ateliers ouvrent, costumes, effets, prototypes. James Axon revient. Il avait déjà signé les looks de Spider-Man et de Dr. Octopus. Cette fois, on lui demande de doubler les efforts. Spider-Man rouge et bleu, Spider-Man noir, l'homme sable, le nouveau bouffon, un vautour encore en recherche et développement, et un Venom qui va muter 3 fois. Bref, un travail de titan. Mais d'où ils sortent tous ces types? Dans le bureau Sam Raimi, on enchaîne les casse-têtes. L'homme sable d'abord. Comment rester fidèle aux comics avec un pull vert rayé, un pantalon brun, sans avoir l'air déguisé dans un New York contemporain. Et puis l'énigme. À quoi ressemble un homme fait de sable? Est-ce qu'on voit son visage? Est-ce qu'on voit ses vêtements? Comment gérer ses mouvements? Axon part alors en Nouvelle-Zélande et fait des expériences filmées. On enduit un corps de colle soluble, on le roule dans le sable et on observe. On apprend alors que le sable glisse et qu'il faut sans cesse rappeler qu'il y en a dedans, pas seulement à la surface. Sam Raimi se souvient en interview de cette phase de test. When it came time to bring him to the screen, Quand est venu le moment d'amener l'homme sable à l'écran, de le concrétiser, ce qui est par ailleurs vraiment le rôle du réalisateur et de l'équipe du film, on a dû d'abord étudier le sable, parce que c'était ça qu'on allait recréer par ordinateur. Une fois les préparatifs bien avancés, on s'attelle au casting. Dans l'ADN Spider-Man, il y a un dogme, on lit tout le monde. Spider-Man n'est pas une vitrine à CGI, c'est un film de personnages. Et c'est pour ça qu'on retrouve la même famille film après film. Bon, ici dans le casting il y a certaines évidences, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, J.K. Simmons, Bruce Campbell, Ted Raimi et Rosemary Harris dans le rôle de Tante May. On doit alors bâtir autour. Et on doit le faire tôt, parce que les effets visuels ont besoin des acteurs, de leur visage, de leurs mesures, de leurs scans, des mois en amont. En janvier 2005, les directrices de casting arrivent avec 65 noms pour l'homme sable. On discute, et à la 6e proposition, Laura Zinskin, productrice de la saga, déjà passée par Pretty Woman et Pour le meilleur et pour le pire, explique avoir été la veille à une cérémonie où elle a revu Thomas Haden Church. Avi Arad, le grand stratège Marvel côté cinéma, lui, l'a trouvé fort et touchant. Et puis Sam Raimi l'adore depuis The Gift. Avi Arad se souvient de son coup de cœur artistique en interview. La première fois qu'on a rencontré Tom en vrai, c'était durant cette cérémonie. Laura et moi, on le regardait, et on s'est dit, c'est lui notre homme sable. Quelques jours plus tard, Thomas Haden Church arrive. Il écoute l'arc de Flint Marko, pose des questions justes et propose un angle. Jouer d'abord le père, ensuite le monstre. Sam Raimi sourit. On lui fait lire une scène pour la caméra, pas une audition conventionnelle mais plutôt une exploration. Ils savent qu'ils ont trouvé l'homme sable. Ils s'entraînent alors pour le rôle. Ils pensent Golem, Frankenstein, King Kong. Des monstres qui ne sont pas des méchants, mais des tragédies qui fonctionnent. Thomas Haden Church y voit une chance d'innover, comme il l'explique en interview. Beaucoup de gens me connaissaient pour avoir été un acteur de télévision dans les années 90.
Et je pense que c'est simplement le fait d'avoir un type que vous connaissez depuis longtemps et qui, tout à coup, se retrouve plongé dans la grande marmite d'un film d'action. Ça en a amusé plus d'un, je crois, qu'on engage un gars comme moi pour se faire tabasser autant à l'écran. I've been a little bemused by that, that they hired a guy like me to get the crap kicked out of him a lot. En parallèle, le vautour occupe encore des réunions. Un nom s'impose pour le rôle, Sir Ben Kingsley. Il vient dans le bureau de Sam Raimi et sa présence est hypnotique. Il a une vision aiguisée du méchant. On y croit, on teste alors le vautour, on accroche une paire d'ailes à un cascadeur, on le câble et on le fait voler à 50 km/h, avec une caméra robotisée qui accompagne le vol. Ah, on est dans un pays libre. Pas libre de pas payer le loyer. Laissez-moi tranquille. Ah, payez-moi le loyer. Mais vous l'aurez quand vous aurez réparé cette saleté de porte! Mais en moins d'une semaine, le scénario a pivoté. Venom entre pour de bon et le vautour sort. Ils doivent alors chercher un Eddie Brock. Topher Grace arrive donc au bon moment. Il a enchaîné That 70's Show, Traffic, Le sourire de Mona Lisa. Il est connu pour un jeu nerveux, ironique, avec une fragilité sous-jacente. On lui parle de Venom et ses yeux s'illuminent. Topher explique en interview son amour du personnage. J'étais un énorme fan des 2 premiers films, de ce que vous avez fait. Et j'étais encore plus fan des comics quand j'étais gamin. Mais quand Venom est devenu une priorité, j'ai vraiment cru que je n'étais pas le bon choix pour le rôle. Parce que déjà dans les comics, il est dans la quarantaine, et il est vraiment beaucoup plus costaud que moi. Mais Sam Raimi m'a dit qu'il voulait que je sois un peu comme un frère jumeau maléfique, un véritable double maléfique de Peter. He wanted me to be kind of like an evil twin brother, evil doppelganger to Peter. Fan depuis des années, il parle du personnage avec révérence. Le feeling est tellement net qu'on prend une décision rare, on lui fait une offre avant même d'avoir des pages de script écrites pour Eddie. C'est risqué, mais l'intention est là. Un anti-Peter Parker, jeune, ambitieux, un peu cassant, que le symbiote va magnifier et finir par dévorer. Topher Grace s'entraîne 6 mois. Il prend 11 kilos de muscles et cale son jeu sur des comportements d'addiction. Il se rappelle en interview de sa préparation physique hors norme par rapport à ses anciens rôles. Ça a été 6 mois d'horreur intense. L'alimentation surtout. Plus encore que les 2 heures de sport par jour. Ce que je devais manger, c'était... Je devais toujours rester au bord de la satiété, ne jamais être vraiment rassasié. Reste alors à trouver Gwen Stacy. De longues semaines d'auditions s'enchaînent et personne ne marque vraiment les esprits. C'est alors que Bryce Dallas Howard franchit la porte du bureau de la directrice de casting. On l'a découverte dans The Village de Shyamalan, et c'est aussi la fille de Ron Howard. Elle entre avec une énergie claire, une lumière. Elle improvise une scène au restaurant avec Toby. Bryce joue avec une coquetterie qui n'écrase jamais MJ. Elle est Gwen, le rayon de soleil au milieu de la tempête Peter MJ. Elle signe alors immédiatement. Le capitaine Stacy suit très vite. Ce sera James Cromwell, qui a déjà une carrière énorme avec Babe, LA Confidential, The Queen. Il a une autorité naturelle et une douceur paternelle. Parfait pour ancrer Gwen dans un monde réel. Oh, c'est pas vrai! C'est Gwen! Quoi? Puis qu'est-ce qu'elle fabrique là? Hier soir, elle m'a dit qu'elle avait décroché un petit boulot de mannequin. Qui vous êtes-vous? Brock, monsieur. Edward Brock Jr. Je travaille au Daily Bugle. Et je sors avec votre fille. Nous sommes alors à la mi-mars 2005. On teste l'homme sable avec des prothèses. 2 options. Un visage et des lentilles sableuses, ou des surfaces de corps granuleuses. Très vite, la conclusion tombe, ça fait trop monstre. Sam Raimi y tient, on doit voir l'acteur. Ses yeux, sa tristesse. Flint Marko doit pouvoir traverser le monde en homme, chercher sa fille, se fondre, avant de se dresser comme un colosse de particules. Comme dans les comics, le personnage choisira sa transformation. On gardera certaines extensions en pratique, un bras masse par exemple, et on passera le reste en CGI au moment des métamorphoses. Pourquoi tu me fous pas la paix? Tu te souviens de Ben Parker? Le vieil homme que tu as battu de sang-froid? Pendant qu'on sculpte du sable, on industrialise l'autre chantier. 40 nouveaux costumes de Spider-Man. On se frotte alors au cas du costume noir. Le premier prototype, en caoutchouc, est conçu. Il est superbe, mais trop fétichiste. Limite BDSM. On garde l'idée d'un éclat, d'une peau vivante, mais Sam Raimi fixera une règle non négociable, le symbiote ne redessine pas le costume. Il le teint en noir, point. Même toile, même symbole, autre texture. James Axon raconte en interview le défi qu'a été la création de ce nouveau costume. En fait, on utilise exactement le même tissu que pour le premier costume. On le teint d'une autre couleur, on modifie les reflets, on change légèrement les yeux, et on l'enduit d'un treillis imprimé, sérigraphié directement sur la combinaison.
Le système de maillage que vous connaissez du premier costume a cette fois été imprimé avec une sorte de brillant noir. Un costume de Spider-Man, c'est environ 200 heures de travail. Et là, on en fabrique 40. Rien que là, on a des milliers d'heures de travail avant même d'ajouter Venom, l'Homme Sable et le Nouveau Bouffon. Côté Nouveau Bouffon d'ailleurs, Rémi parle de Skyjitsu, un art martial aérien. On conçoit un planeur plus snowboard que deltaplane, un Sky Stick nerveux. Le costume d'Harry s'aligne. Aérodynamique, proche d'un Kevlar urbain, masque mécanique, lames qui jaillissent au poignet. On s'éloigne du soldat en armure de Norman Osborn. Harry est un assassin qui n'a qu'une seule mission, tuer Peter Parker. Sam Raimi explique en interview le travail d'équipe qui a été la création de ce costume. James Axon a vraiment conçu tous les costumes de Spider-Man, mais il a pris un soin particulier à concevoir le personnage du Nouveau Bouffon. James Franco lui-même nous a donné beaucoup d'idées, que James Axon a intégrées à ses designs. Tout le cast est prêt, il faut commencer à tourner pour y voir plus clair dans cette montagne d'effets visuels à venir. La production bascule sur plateau avec une particularité, quand les caméras commencent à tourner, certains outils VFX ne sont pas finalisés, notamment l'Homme Sable. La recherche et développement continue en parallèle du tournage. Les équipes d'Imageworks mettent au point des méthodes pour faire vivre le sable. On lance du sable sur des cascadeurs, on le verse de haut, on le fait éclabousser, on consulte des sculpteurs, bref, on cherche comment ça casse, comment ça tient. Le premier plan de naissance de l'Homme Sable, où Flint se recompose et apprend à marcher, nécessite environ 6 mois de travail. Mais c'est le prix à payer pour être crédible à l'image. Il s'appelle Flint Marko, un escroc sans envergure. C'est un habitué de nos prisons. On tourne évidemment à New York, mais pour des raisons de budget et de logistique sur les cascades lourdes, on migre aussi à Cleveland, où certaines rues se transforment en Manhattan. La bagarre du fourgon blindé, par exemple, est tournée en Ohio. Le Jazz Club, scène qui va devenir culte, prend 2 semaines de tournage. Chorégraphie, musique, figure de séduction qui dérape. Ce n'est pas un moment cool, et Sam Raimi le sait. Il veut qu'on sente le malaise, pas l'euphorie. Le costume noir ment à Peter, en lui faisant croire qu'il est incroyable, alors qu'on filme surtout l'arrogance. Mais l'actrice Bryce Dallas Howard en garde un bon souvenir, comme elle l'explique en interview. La scène de danse, c'est l'un des meilleurs moments de ma vie. C'était incroyable. J'avais l'impression d'être dans une grande comédie musicale des années 40. Côté tournage, la catastrophe de la grue retrouve sa pleine ampleur. Elle fait beaucoup pour l'aspect grandiose du film. Déjà, elle présente Gwen et son père, et elle place Peter au centre d'un culte. New York l'adore. Et elle glisse sans le dire vers un danger. Plus il est applaudi, plus Peter se grise. C'est donc du carburant pour le symbiote. J'ai comme l'impression que je suis devenu une espèce d'icône. Tiens, tu te rappelles hier, il m'acclamait « Spider-Man, Spider-Man ». Dans cette séquence, Bryce Dallas Howard fait elle-même les cascades sans savoir qu'elle est enceinte au même moment. En interview, elle se rappelle le challenge qu'a été le tournage de cette scène. Ce qui est génial avec le cinéma, c'est qu'on vit des choses complètement folles, comme des accidents spectaculaires, mais en étant 100% en sécurité, parce que Sam Raimi en particulier est très prudent avec ses acteurs. Il nous protège énormément. Malgré une préparation au-delà de tout ce qu'ils ont connu auparavant, on assiste à quelques accidents de tournage, notamment dans la bagarre du métro. L'Homme Sable doit y fracasser un mur. On a alors prévu une brique en mousse au centre, mais elle n'est pas encore en place à la première prise. Thomas Haden Church frappe une vraie brique de toutes ses forces. Résultat, 3 phalanges fracturées. Dehors! Vous avez atteint des sommets dans la débilité, vous vous êtes vraiment surpassé! Votre tension! Une autre contrainte ici est de voir le visage de Tobey Maguire. Pour garder le lien avec le spectateur, il est obligatoire ici de retirer le masque de Spider-Man le plus possible. Ce qui oblige donc Tobey à s'impliquer davantage dans des cascades, comme l'explique Sam Raimi et Tobey lui-même en interview. Dans les films précédents, on voyait beaucoup Spider-Man se battre, mais on perdait parfois Peter Parker, le personnage qu'on aime. Je trouvais important que dans ce 3e film, comme dans les comics que j'ai lus, Peter participe au combat, qu'il soit parfois pris au piège alors qu'il n'est pas en costume. Les cascadeurs sont tellement bons parfois, tellement bons que ça me facilite la tâche. On fait des cascades assez élaborées, mais le plus dur en fait, c'est le temps que ça prend. Ça prend une éternité de tourner ces scènes. Et c'est ça le plus difficile. Le reste, c'est plutôt fun. Pour éviter des CGI coûteux, on use d'astuces. Pour un plan où Spider-Man traverse la poitrine de l'Homme Sable en plein combat, on fait appel à Baxter Humby, un boxeur né sans bras droit. Sa silhouette en costume, combinée aux effets, crée l'illusion d'un point qui disparaît dans le torse sableux.
Topher Grace, dans son rôle de Venom, est incapable de boire dans son costume. Il est impossible d'aller aux toilettes également. Pour lui, les contraintes physiques sont importantes, comme il l'explique en interview. Filming the scene where Quand on a tourné la scène où cette espèce de goudron noir dégouline sur moi, j'avais des câbles fixés au visage. Des gens avec des cannes à pêche tiraient vers le haut, d'autres en bas tiraient vers le bas. Alors quand vous me voyez souffrir, croyez-moi, c'était pas beaucoup du jeu d'acteur. Sur le plateau, Tobey Maguire s'amuse à jouer ce Peter différent. Le costume noir lui permet d'explorer le mauvais goût de l'ego jusqu'à l'autodérision, même s'il dit parfois endurer les regards de nombreuses personnes présentes sur le tournage, comme il le raconte en interview. Vous savez, on tourne dans les rues de New York, avec des tonnes de gens qui regardent. Alors parfois on a envie de crier à tout le monde « je rigole, je rigole ». Parce qu'au fond, je me moque quand même un peu de moi dans le film. Donc oui, on a toujours cette envie. Mais bon, c'est pour le bien du film, et moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Le tournage avance bien, et Sam Raimi se penche sur la composition musicale du film, un élément majeur du succès de la saga. Les 2 premiers opus ont été dirigés musicalement par Danny Elfman. Le célèbre compositeur a fourni des thèmes iconiques permettant d'ancrer Spider-Man dans le réel. Il décide pourtant de ne pas rempiler pour ce 3e opus. C'est alors Christopher Young qui s'y colle. En 2006-2007, c'est déjà un poids lourd de la musique de film, spécialisé dans les ambiances sombres et organiques. Il s'est fait un nom avec la BO d'Hellraiser, La Mouche 2, The Grudge, et la même année que Spider-Man 3, il signe aussi la BO de Ghost Rider. Il vient d'une école classique, il aime les orchestrations massives, mais sait être minimaliste quand il le faut. Danny Elfman, bien qu'absent officiellement du projet, reste un temps avec Young en coulisses et l'aide à livrer 3 actes très distincts. L'héroïsme brisé de Peter, la tragédie de l'homme sable et la malignité de Venom. Oh oui, je sais tout sur toi. Je sais par exemple que Spider-Man t'empêche de sauver ta pauvre fille. Le tournage est encore en cours, mais bien avancé. Pourtant, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La salle de montage devient une véritable tour de contrôle. Plus de 2 heures de film, c'est environ 173 000 images. Autant de micro-choix. Où placer le regard, une respiration, un impact. L'écriture, elle, continue même en post-production. Les réunions s'enchaînent, les mails, les retours des acteurs après visionnage, les mémos des producteurs. L'équipe se met à réécrire très tard. Le 9 juin 2006, à 3 semaines de la fin du tournage, Sam et Ivan retouchent une confrontation verbale entre MJ et Harry. Ça a l'air anodin comme ça, mais à ce niveau de complexité, changer une scène, c'est recaler 10 dominos derrière. Quand t'as écrit ça En terminale. C'est profond. James Franco le dira, juste avant la sortie, certaines scènes sont retournées car le public des projections test réclame plus d'action. Alors on ajuste, on renforce, on conforme en urgence. Des scènes tournées ne verront pas le jour, un montage où Peter en costume noir humilie des criminels en les laissant pendre à sa toile, une confrontation entre le capitaine Stacy et Eddie, où Gwen rompt avec lui chez son père, et même une vision cauchemardesque du symbiote gueulant au visage de Peter dans un miroir. Fais-le souffrir, fais-le regretter de ne pas être mort. Pour commencer, frappe-le au cœur. Quelques assets voyagent d'un film à l'autre. Les cris de Mary Jane, entendus dans cet opus, sont remployés depuis Spider-Man 1 et Spider-Man 2. Des détails sonores qu'on ne devine pas, mais qui montrent l'ampleur du recyclage intelligent dans une usine à 900 plans VFX. Côté VFX donc, on use d'animation avec un Venom félin, prédateur bas sur pattes, des FX avec le sable qui coule, qui agrège, du compositing, le mariage du réel et du numérique, et même de tactiques à l'ancienne, avec une miniature d'immeuble à l'échelle 1/16e qui est construite pour ensuite être détruite en vrai. On filme les dégâts, on fusionne avec le CGI. Résultat, des économies notables et un poids plus crédible à l'écran. Mary Jane et moi, on est sur la même longueur d'onde. Elle ne sait pas ce que tu es. Peter, elle me connaît par cœur. Côté son, tout est travaillé avec minutie. Dans l'ADN sonore de Venom, on reprend le diable de Tasmanie, caché dans des dessins sonores trafiqués. Grognements, souffles, texture de gorge. Christopher Young met au point la voix musicale de l'homme sable. 2 saxophones, 2 clarinettes, 2 bassons et 8 corps graves. On entend tout le poids du personnage. Son pas lourd, son cœur de père. Pour Venom, il cherche un langage vicieux. Rythme en dents de scie, attaque de cordes qui mordent, cuivre bas qui roule. Et enfin un clin d'œil, la fanfare dans la fête joue une variation du thème de Spider-Man de 1967. La date de sortie est fixée très tôt, avant même la sortie de Spider-Man 2. Le film prend une rampe planétaire.
la première mondiale a lieu à Tokyo le 16 avril 2007. Aux États-Unis, il sort le 4 mai. Pour éviter les fuites, on utilise des noms de code. Certaines bobines voyagent vers les cinémas sous les noms Two Timing Friend ou Let's Dance Again. Ne le laissez pas entrer en contact avec vous. Pourquoi ? Cette chose possède les caractéristiques d'un symbiote, qui a besoin de se lier à un hôte pour survivre. Le dispositif US est titanesque. 4252 cinémas, un record à l'époque. Et la stratégie marketing veut que le jeu vidéo Spider-Man 3 sorte le même jour. Le démarrage explose tous les compteurs, 59 millions de dollars le premier jour, 151 millions de dollars le premier week-end, le record du moment. Ouverture mondiale, environ 382 millions de dollars, record encore. À la fin de la course, on affiche 336 millions de dollars aux États-Unis et 895 millions de dollars dans le monde. De quoi largement rembourser le budget officiel du film, 260 millions de dollars, et même si l'on compte certains reshoots et la promo assez lourde, on est largement gagnant. Juste un petit truc que les copains du marketing et moi-même avons concocté. Comme vous le savez, les ventes du quotidien sont plutôt bonnes. Même si nous faisons moins que le New York Times, ou le Daily News, ou le Post, ou que bon nombre d'autres petits... J'ai autre chose à faire! C'est clairement le plus gros succès de la trilogie de Sam Raimi. En 2008, Spider-Man 3 devient le film le plus rentable de l'histoire sans nomination aux Oscars, un titre qu'il cédera plus tard à Batman The Dark Knight Rises. Côté critique, la température est pourtant assez tiède. La presse salue la démesure technique, la générosité du spectacle, mais pointe des enchevêtrements qui alourdissent. On entend trop de méchants et une ligne émotionnelle diluée. Et en même temps, un autre discours apparaît déjà. Le film est une tragédie morale, pas une simple course à la surenchère. On ose faire tomber Peter, vraiment, et le faire remonter par un acte pur, le pardon. Faut vraiment que tu m'aides. Je m'en sortirai pas contre eux, pas tout seul. C'est un film excessif, ce qui agace, mais c'est aussi ce qui le rend vivant. Avec le temps, il sera réévalué, notamment lorsque les films de super-héros plus tard se reposeront sur des schémas narratifs beaucoup plus lisses. Spider-Man 3, lui, a un côté too much, mais qui comble beaucoup de spectateurs. Sam Raimi, en coulisses, sort insatisfait du film. Il espère rattraper avec Spider-Man 4, ce qui pour lui n'a pas pris dans cet opus. Le studio, lui, annonce même un 5 et un 6. On développe directement une suite avec le Lézard et Carnage en ligne de mire. Puis, en janvier 2010, tout s'arrête. Désaccord de planning, de scénario, d'ambition. Finalement, Sam Raimi part, Spider-Man 4 est annulé, et la saga est rebootée avec un nouveau Peter. C'est un véritable séisme industriel. Ce pourrait bien être un jour de deuil pour les habitants de New York. Ce pourrait être la fin de Spider-Man. Et pourtant, Spider-Man 3 ne meurt jamais. Aujourd'hui, il survit à travers les mèmes, le fameux Bully Maguire, qui danse et qui pointe du doigt, détourné à l'infini. En 2017 sort une Editor's Cut avec un montage alternatif, plus resserré et qui retemporise certaines scènes, sans ajout de nouveaux VFX. En 2024, un costume de symbiote se vend 125 000 $. Preuve que les objets matériels de ce film ont pris rang de reliques. Spider-Man 3 reste, quoi qu'on en dise, une entreprise titanesque. Sous la surenchère, on nous livre une question morale très simple, jouée sincèrement. Vous voulez un poste et lui aussi? Y a donc personne qui s'intéresse à ce que je veux? Si, moi. La ferme. Bon, pour ma part, Spider-Man 3, c'est une Madeleine de Proust. Déjà, c'est mon premier souvenir de cinéma, même si j'ai certainement vu d'autres films au cinéma avant, mais c'est mon souvenir le plus marquant en tout cas. J'ai été, comme de nombreux enfants, complètement émerveillé devant le film, et je m'en foutais bien qu'il y ait trop de méchants ou que Maguire soit ridicule. J'ai pris mon pied et je continue à le prendre. Et quand on voit ce qui est devenu Marvel aujourd'hui, on regrette largement ce genre de mauvais Spider-Man. Bon, faut dire que j'étais la cible parfaite à l'époque, et que cette année-là, j'avais même eu la Wii en pack avec le jeu tiré du film, bref, la totale. Pour moi, il est culte et il s'intègre parfaitement dans la trilogie, et je pense même que c'est celui qui est le plus fun à regarder. Un peu comme Star Wars épisode 3, mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Retour à l'écran express, j'espère que ça vous a plu. Tous nos autres épisodes sont dispos sur les plateformes de podcast, alors à très vite. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.